Si, on est obligé d'avoir ça. 1, 2, 1, 2. Est-ce que vous m'entendez bien? Merci. Donc bonjour à tous et merci à vous d'avoir bravé à la fois le virus et l'envie de déjeuner pour assister à cette session tech, bulle ou pas bulle. J'en profite aussi pour saluer ceux qui nous regardent via Internet pour cet événement de Patrimonia. Je me présente, Jacques-Aurélien Marciro, je suis le co-responsable des gestions actions pour le groupe Edmond Rothschild, gérant du fonds Big Data, et je couvre le secteur technologique depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. L'objectif aujourd'hui, dans 20-30 minutes, c'est vraiment de répondre à cette question. Et finalement, cette question de la tech. La tech est devenue incontournable, tout le monde parle de la tech devient énorme dans les indices. Donc faut-il avoir peur ou au contraire, est-ce juste le signe d'un nouveau monde? Et si on prend juste une minute pour revenir sur les marchés dans un monde post-Covid, il ressemble un peu à ceci. Vous avez d'un côté, donc c'est le jugement dernier de Michel-Ange, et vous voyez que la tech, quelque part, va très bien. Les valeurs de tech ont des performances extraordinaires, les valeurs de tech ont de la croissance, dans un monde où finalement on a l'impression que le reste de l'économie, c'est en bas à droite, et voué aux enfers, il va direct, comme un télépéage sur l'autoroute. Et cette vision, finalement, de la tech versus le reste du monde, on a tous en tête qu'en effet, le e-commerce a été accéléré de 3 ans, la télémédecine a été accélérée d'une dizaine d'années, mais aujourd'hui, est-ce que ça se reflète dans les fondamentaux? Est-ce qu'il n'y a pas une bulle? Et donc ce sujet-là, on va le traiter dans les minutes qui viennent. Mais avant tout, je suis obligé de passer quelques minutes pour vous expliquer en quoi consiste le secteur technologique. Est-ce que c'est un monolithe? Parce que parfois, quelqu'un va vous parler de la tech, il va vous parler des GAFA, quelqu'un va vous parler de la tech, va vous parler de Tesla, quelqu'un va vous parler de la tech, va vous parler de Snowflake, la dernière introduction en bourse d'une société créée par des Français. En fait, la tech, c'est ça. C'est plusieurs groupes. Vous avez le software, en bleu foncé en haut à gauche. Vous avez les services informatiques, en gris en bas à gauche. Vous avez les équipements informatiques, vous avez les semi-conducteurs, donc tout ce qui est puce qui va dans vos appareils. Vous avez les équipements de communication, etc., etc. Mais en fait, la tech, ce n'est pas du tout ça. La tech, c'est beaucoup, beaucoup plus simple aujourd'hui. La tech, ça ressemble à un film de Sergio Leone avec le bon, la brute et le truand. Et finalement, on va pouvoir voir que le secteur technologique aujourd'hui se décompose en ces 3 blocs, les brutes, les bons et les truands, et que quelque part, bulle ou pas bulle, ça va dépendre du sous-segment dont on va parler. Donc la tech mondiale ressemble à ça. C'est la tech plus, parce qu'on a rajouté quelques sociétés qui ne sont pas officiellement des sociétés de technologie, mais qui, dans le sens commun, le sont. Donc vous avez 8 trillions de capitalisation boursière
qui proviennent de 8 sociétés, dont la majorité sont américaines, 3 sont asiatiques et aucune européenne. On pourra en reparler. Vous avez ensuite les truands, c'est un bloc de 2,5 trillions de capitalisation boursière. Donc là, vous avez des sociétés dont vous n'avez sûrement pas entendu parler au cours des 10 dernières années, mais qui aujourd'hui font la une de l'actualité. Et ensuite, vous avez les autres, ou les bons, qui représentent 1 trillion de capitalisation boursière. Pour mémoire, en bas à droite, nous avons situé le CAC 40 et ses 1,5 trillion de capitalisation boursière, pour vous dire que finalement, Apple pourrait se payer plusieurs fois le CAC 40 si on devait faire un échange. Donc voilà la tech. Quand on vous parle de la tech, c'est de ça qu'on parle. Quand vous achetez un ETF sur la tech++, c'est ça que vous achetez. C'est avant tout 8 sociétés, un deuxième bloc et 3 fois rien du reste. Maintenant, l'exercice auquel je vais me livrer, c'est descendre chacun de ces différents groupes et vous donner un peu les forces en présence et estimer s'il y a une bulle ou non. On va parler des brutes. Donc les brutes qui sont les GAFA plus leurs amis émergents. Finalement, si vous parlez des GAFA, vous êtes au-delà de l'économie de marché. Leur point fort, c'est que finalement, il n'y a plus de concurrence. Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de créer un App Store pour rivaliser avec Apple. C'est quasiment impossible de créer un moteur de recherche aussi performant que celui de Google. C'est quasiment impossible de recréer les effets réseau dont Facebook ou encore Amazon bénéficient. Donc vous êtes sur les sociétés qui, d'un point de vue investisseur, c'est plutôt agréable parce qu'on n'a pas le risque de se dire que quelqu'un peut, à tout moment, remettre en cause leur position dominante. Premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que même si ces sociétés qui sont déjà énormes en termes de taille, elles peuvent encore extraire de la valeur. Le choix des mots est important parce qu'on ne parle pas de créer de la valeur, on parle d'extraire. Quand on extrait de la valeur, c'est soit on fait un peu de mal à ses fournisseurs, soit à ses clients, soit à d'autres parties de l'écosystème. Mais c'est aussi une façon de continuer à faire croître ses profits. Et on le voit bien. Et bien sûr, disclaimer, tout ce que je vais dire, bien sûr, n'engage que moi et ne constitue qu'une opinion, mais quand Spotify, le rival d'Apple Music, voit son application non approuvée pendant plus d'une dizaine de jours, c'est clairement à l'avantage d'Apple. Certains disent que peut-être que les algorithmes d'Amazon favorisent les placements des produits Amazon sur la plateforme Amazon. Je ne sais pas, rien n'est prouvé. Mais ce que vous voyez, c'est que ces acteurs-là ont un tel pouvoir de marché aujourd'hui que leur difficulté, c'est comment utiliser cette capacité à extraire de la valeur sans franchir la ligne rouge qui fait que le régulateur, américain principalement, n'engage une action contre eux. Et la façon dont ils se défendent d'ailleurs de ce risque réglementaire, c'est en invoquant la géopolitique qui, comme vous le savez tous, prend une place de plus en plus importante dans les affaires publiques, dans notre vie de tous les jours. Vous pouvez imaginer cette scène très simple où Amazon se rend auprès du Congrès ou de certaines autorités américaines et leur dit simplement « Bien sûr, vous pouvez casser Amazon en plusieurs morceaux, mais rappelez-vous d'une chose, si vous nous cassez, vous cassez un instrument de projection de la puissance américaine à l'étranger. Parce que les BATX, les Chinois, Baidu, Alibaba, Tencent, eux, ils ne seront pas embêtés par le gouvernement, ils seront même soutenus. Donc si vous ne nous soutenez pas, ne venez pas vous plaindre du déclin des États-Unis. » Donc une fois que vous avez dit ça à un responsable américain, il se dit « Bon, je vais peut-être réfléchir à 2 fois, je vais peut-être pas faire grand-chose. » Donc voilà les atouts des GAFA aujourd'hui. Ce qui fait que quelque part, ces sociétés-là ne vont pas s'effondrer du jour au lendemain. Maintenant, voyons le côté un peu plus négatif. Quand vous avez Apple à 35, 38 ou 40 fois les bénéfices, pour que ça revienne, même si Apple est indéboulonnable, pour justifier cette valorisation, vous devez faire une hypothèse très simple, c'est peut-être que certains parmi vous achètent un iPhone quasiment tous les ans. Pour justement arriver à plus que doubler les profits, il faudrait que maintenant vous achetiez 2 iPhones tous les ans. Qu'est-ce que Apple pourrait bien vous vendre qui double votre dépense avec la firme de Cupertino tous les ans? Et ce n'est pas une souscription à un service de jeux vidéo ou de musique à 10 € par mois qui va faire le travail. Donc on a la loi des grands nombres, le ralentissement naturel. La solution pour Apple, ça serait de faire des acquisitions. Même chose pour Amazon, même chose pour Google. Et là, on va y revenir, c'est que le seul domaine où l'antitrust devient vraiment actif, c'est les empêcher d'acquérir de nouvelles sociétés. Parce qu'elles sont tellement puissantes dans leur précaré qu'acquérir même un tout petit acteur dans le segment d'à côté, via leur force de frappe, ce petit acteur devient tout de suite dominant. Donc ça, les acquisitions des GAFA et des brutes en général, ça va devenir de plus en plus restreint. Il y a toujours le risque de l'antitrust, s'ils franchissent la ligne rouge. Et enfin, vous avez le risque intrinsèque de déclin. Rappelez-vous que les civilisations en général ne se font pas renverser de l'extérieur, mais s'effritent de l'intérieur jusqu'au moment où quelqu'un vient les renverser. Et bien sûr, les entreprises comme les humains sont des êtres qui évoluent dans le temps et parfois le déclin peut venir de ces mêmes sociétés.
Donc la conclusion, c'est de dire que vous pouvez avoir une forte correction, mais vous ne pouvez pas avoir quelque chose, on va dire, de catastrophique. Juste ce petit graphique, alors je suis désolé, il y a une petite faute de frappe, mais vous voyez les acquisitions réalisées par Google, Facebook et Amazon au cours des 15 dernières années à peu près. C'est en nombre d'acquisitions. Donc vous voyez typiquement que Google remplit régulièrement sa besace de talents, notamment de sociétés européennes ou françaises. Mais si vous excluez YouTube et Android, Google ne serait pas aussi puissant que la société l'est aujourd'hui. Pareil, si Facebook n'avait pas pu acheter Instagram ou WhatsApp, la société ne serait pas là où elle est aujourd'hui. Donc c'est ces fusions à l'avenir qui vont devenir, ces acquisitions qui vont devenir de plus en plus compliquées et qui marqueront un frein à l'ascension de ces valeurs-là. Maintenant, on va rigoler un peu plus. Je vais vous parler des truands. Là encore, disclaimer, ce n'est pas un jugement de valeur sur les hommes et les femmes qui composent ces entreprises et sur tout ce qu'ils ont pu réaliser d'exceptionnel jusqu'ici. On va vraiment parler d'opportunités d'investissement. Ces sociétés-là dont je vais vous parler, c'est des sociétés qui répondent au fantasme du monde post-Covid. C'est des sociétés qui ont de la visibilité sur leur croissance, quel que soit le scénario macroéconomique. C'est des sociétés qui vous vendent le monde d'après. C'est les gagnants, c'est les disrupteurs, c'est ceux qui vraiment construisent le monde de demain sous vos yeux. Et donc, ce côté, il y a la croissance, ils ne sont pas sensibles à la macro, il y a un sentiment d'invincibilité qui fait qu'on est prêt à payer n'importe quel prix pour ces valeurs-là. Le problème, c'est que là, vous n'avez plus du tout de support de valorisation et vous n'avez pas les positions installées que peuvent avoir les brutes, évoquées précédemment, parce que nombre d'entre elles ne gagnent pas un centime. Donc là, ce n'est pas une correction de 10, 15, 20% que vous pouvez avoir sur certains titres, c'est 80, 90, 95, voire potentiellement 100% si on parle d'un Nicolas. Et vous avez un risque de gouvernance élevé. Le risque de gouvernance élevé, c'est que ces sociétés-là, ces dirigeants, nous prennent pour des idiots. Et on va voir pourquoi. Juste avant, un graphique qui est très important, donc c'est des graphiques de valorisation de sociétés liées au cloud, qui est vraiment là où tout le monde a envie d'être, parce que c'est là où il y a en effet de la croissance structurelle. C'est des ratios de valorisation, ce n'est pas des PE, ce sont des multiples de V sur sales, donc valeur d'entreprise divisée par le chiffre d'affaires. Ça ne vous dit rien de la profitabilité ou pas de ces sociétés, et la grande majorité d'entre elles ne gagnent pas un centime. 50 fois EV sur sales ou même 20 fois, c'est énorme. Mais pour s'en donner une idée, j'ai tracé deux droites, une droite verte et une droite orange. La droite verte, qui est à 7,5, c'est ce que les acteurs du private equity sont prêts à payer pour acheter des belles sociétés de software et gagner de l'argent grâce à ces acquisitions. Ce sont des acteurs comme Thoma Bravo aux États-Unis, par exemple. Historiquement, ils aiment bien payer entre 7,5 et 8 fois levé sur sales, ça leur paraît bien pour des belles sociétés. La droite orange, qui n'est pas très bien située, elle serait plutôt aux alentours de 13, c'est ce qu'un SAP, un Microsoft, un Dassault Systèmes est prêt à payer pour se débarrasser d'une société stratégique qui est soit une pièce technologique dont elle a absolument besoin, soit un rival dont il faut absolument, on va dire, se débarrasser. Et là, vous dites, OK, je suis prêt à payer 13, 14, 15 fois levé sur 16. Donc on parle vraiment d'un multiple où on se fait mal au porte-monnaie, mais on se dit qu'on n'a pas le choix. Donc là, vous voyez ces sociétés, si jamais on avait des fusions-acquisitions stratégiques, certaines sociétés auraient des downsides, pourraient enregistrer des baisses de l'ordre de 50 à 80%. D'où le fait que, contrairement au groupe précédent, vous n'avez aucun rappel, aucune force de rappel. Et juste pour vous en convaincre du rapport que l'on peut avoir avec ces sociétés et des problèmes que ça peut en découler, c'est ces sociétés, qu'est-ce qu'elles font? Elles émettent du capital autant que possible. Et là, on peut se dire, oui, c'est normal d'émettre du capital pour financer sa croissance. Oui, mais je vais le faire avec une petite anecdote. C'est concrètement, vous émettez du capital soit quand vous en avez besoin, soit quand vous pensez qu'il y a des gens qui sont suffisamment bêtes pour payer des prix astronomiques pour en avoir. Et c'est exactement de ça qu'on parle. L'autre point, c'est que ces sociétés qui viennent se coter en bourse régulièrement, elles arrivent à plus de 40% par des droits de vote doubles. C'est-à-dire qu'en tant qu'actionnaire minoritaire que nous sommes, nous n'avons plus du tout notre mot à dire. Sur des sociétés qui, par ailleurs, en grande majorité, ne font pas de bénéfices alors que certaines sont là depuis 10, 15 ou 20 ans. Donc je ne sais pas ce que ça vous évoque, ce que je viens de dire, et ces deux derniers graphiques, mais vous voyez quelque chose qui ne va pas du tout. Est-ce que ça peut encore durer 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans? Aucune idée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, tous les jours, je reçois
des prospectus de projets d'introduction en bourse de sociétés qui ne devraient jamais arriver jusque sur les marchés financiers, mais qui se disent c'est maintenant ou jamais parce que les investisseurs dans un monde post-Covid ont abandonné toute méfiance. C'est du cloud, c'est de la tech, c'est disruptif, j'achète. Mais ça peut très 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 mal se finir. Et c'est là où quelque part on considère que la méfiance doit changer de camp. Quand on pense quand même que l'espace de quelques semaines, un Nikola valait plus qu'un Peugeot, un Renault ou même un General Motors, une société qui n'avait jamais rien produit, jamais rien montré, qui n'existait pas il y a encore 4 ans, il y a un problème, la méfiance doit changer de camp. Et donc je vous invite à faire preuve de méfiance dans ces investissements et dans la sélection des personnes à qui vous déléguez ces choix-là. On va parler des bons quand même, pour finir sur une note positive. Le problème des bons, c'est que finalement, vous l'avez vu, c'est 1 trillion de capitalisation boursière. Donc ça ne suscite pas forcément un intérêt fou de la communauté des investisseurs. Et comme c'est des poids très faibles dans les indices, en fait, quand vous achetez de la tech, vous n'en avez quasiment pas. Quand vous achetez de la tech via des fonds benchmarkés. Donc la conclusion est la suivante. Si on prend les bruts, ça ne tombera pas très bas. Est-ce que Apple peut perdre 30 ou 40%? Sans doute. Est-ce qu'Apple peut perdre 50 ou 60%? C'est impossible, à ce stade, sauf retournement de situation, antitrust majeur ou catastrophe. Donc là, on peut dire qu'il y a une petite bulle, il y aura une correction qui fera peut-être un peu mal, mais rien qui fera perdre son job à personne. Les truands, c'est jouer avec vos émotions. Là, on a vraiment tout ce qui est réuni pour que ça recommence comme dans les années 2000. Et d'ailleurs, juste une statistique pour vous. Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 10 à 15% des gérants en activité qui ont connu 2000. Et on sait que pour qu'une bulle se recommence, pour que l'histoire se répète, il faut juste que les gens qui l'ont connue ne soient plus là. Donc on est exactement dans la situation où finalement, aujourd'hui, les investisseurs qui achètent n'ont pas connu 2000, ne savent pas ce que c'est qu'une survalorisation. S'ils sont entrés sur le marché à 6-7 ans, ils n'ont vu que ces valeurs-là monter, donc ils sont très à l'aise, ils ne changeront pas leur fusil d'épaule. Les bons, pour ceux que ça intéresse, là on n'a clairement pas de bulle. Et le dernier point, c'est aujourd'hui ce qui, en tant que gérant, m'intéresse le plus, c'est toutes ces sociétés dans des secteurs sinistrés. Ça peut être le retail, ça peut être l'industrie, ça peut être plein de secteurs comme ça, où vous avez même les valeurs financières, vous avez des acteurs qui ont une bonne stratégie technologique, qui sont data-driven, qui ont vraiment tout pour être renforcés dans le monde d'après, et qui bénéficient grâce au Covid du fait que 3-4 ans, ils auront peut-être 20, 30, 40% de concurrents en moins. Et aujourd'hui, ces acteurs-là dans le marché, ils se traitent avec des décotes de 50 ou 70% par rapport au monde pré-Covid, alors qu'ils sortent renforcés du monde Covid, comme les acteurs de la technologie qu'on a évoqués précédemment. Donc à mon sens, aujourd'hui, ce que l'on peut dire, c'est que le marché, les investisseurs ont envie de jouer avec une belle histoire, se focalisent sur une belle histoire. Il y a quelque chose de peut-être moins glamour, mais de beaucoup plus performant si on regarde un peu au-delà de l'évidence. Voilà, j'espère que cette présentation vous a suscité des interrogations. On sera en stand J24, c'est ça Mirko? On sera en stand J24 et je pourrai répondre à toutes vos questions. Et pour ceux qui, en voyant qu'il n'y avait aucune société de technologie européenne dans les bruts, ni même dans la génération après, ceux qui pensent que pour leurs investisseurs, c'est intéressant d'avoir des placements dans la tech, mais qui aussi participent activement à créer des champions européens, parce que derrière, c'est aussi des emplois qualifiés pour vos enfants et vos petits-enfants, mais c'est aussi reconstruire notre souveraineté numérique. On a des choses à vous raconter en J24 également. Voilà, je vous remercie à tous pour votre participation et je vous souhaite un bon appétit.